L'agent d'Aren Mclusky se pencha, la voix rauque et basse, crachant le mot à l'homme devant lui. « Écarte-toi, singe !» Une goutte de salive atterrit sur la joue de l'homme, la brûlure vive et humiliante. Mclusky redressa son ceinturon de service tordu, le soleil matinal éclairant son badge tandis qu'un sourire malicieux déchirait son visage comme une cicatrice qui refusait de guérir. « Tu ne m'as pas entendu ? Où es-tu à la fois sourd et noir ?» Silence. L'homme grand, large d'épaules, la peau sombre, lisse et inflexible resta figé. Aucune réplique. Aucun tremblement. Il sortit calmement un mouchoir blanc immaculé de la poche intérieure de sa veste et, avec une douceur délibérée qui évoquait des rivières déplaçant des montagnes, essuya le crachat. Mclusky renifla d'irritation. « Quoi, trop digne pour répondre ? Attendre que je te traîne sur le trottoir comme les autres de ton espèce ?» Enfin, l'homme parla, d'une voix aussi lisse qu'un onyx poli. « As-tu fini ?» Son ton ne trahissait ni peur ni rage, seulement une certitude tranquille. Mclusky plissa les yeux et pencha la tête en avant. « Que as-tu dit, nègre ? » « Je vous ai demandé si vous aviez terminé, » répéta l'homme en pressant le coin du mouchoir pour récupérer la dernière goutte tenace. « Sinon, vous devriez peut-être reconsidérer votre décision. » Une petite lueur d'amusement traversa son regard calme. Mclusky s'avança, le torse bombé, son insigne flottant avec défi. « Et que vas-tu faire, esclave ? Pleurer comme tous les autres ?» L'homme replia le mouchoir, le glissa dans sa poche et soutint le regard de l'officier. Aucune colère. Aucune hésitation. « J'attends juste de voir jusqu'où tu iras. » Ces paroles tombèrent d'un ton mesuré, aussi posé qu'un métronome descendant vers un crescendo invisible. Le regard fixe de l'inconnu sembla tordre l'air entre eux, et bien que Mclusky refusa de l'admettre, son assurance vacilla. « Tu as l'allure du poste, costume brillant, chaussures cirées, tu te pavanes en faisant semblant d'être des nôtres, » ricana Mclusky, crachant son mépris sur le trottoir. « Mais même si ta cravate est impeccable, tu es toujours une bête de foire. » De l'autre côté de la rue, deux adolescents avaient interrompu leur course. L'un braquait un téléphone vers la scène, l'autre observait la scène avec de grands yeux, partagés entre l'envie de fuir et le besoin d'enregistrer. La tension crépitait dans l'air humide du matin, tendu comme la corde d'un arc. « Alors, grommela l'officier, tu vas rester planté là toute la journée, ou tu veux que je vérifie tes papiers et que je te jette à terre ?» Chaque mot était tranchant comme une lame. « Je n'ai pas de papier sur moi, » dit doucement l'homme, sa voix résonnant comme une cloche lointaine. « Peu importe. » Mclusky se rapprocha jusqu'à ce que leurs épaules se touchent presque. La peau de l'étranger luisait d'une fine couche de transpiration, une insulte involontaire au sens de l'officier. « Je vais te dire quelque chose, noir, » siffla-t-il en se penchant comme pour partager un secret. « Cette ville ne respecte ni tes revenus, ni ton apprentissage, ni ton allure dans ton costume. » Son expression s'assombrit, le souvenir éclipsant la raison. « Tu n'es pas différent des chiens que mon grand-père a pendus en 63. Bon sang, si j'avais pu faire ce que je voulais, on le ferait encore. » L'homme tenait bon, sculpté dans l'acier et la détermination. Mais derrière son regard fixe, quelque chose vacillait et une braise de puissance contenue. Mclusky déglutit difficilement, la conscience lui parvenant. Sa main droite se tendit vers son étui, puis recula comme brûlé. « Ne fais pas de bêtises, » prévint-il d'une voix plus basse, craquante. « Main bien en vue au pas de mouvement brusque, ou je te fais sauter la tête. » Calmement, l'homme leva les deux mains, sans hâte, simplement avec une obéissance imperturbable. « Doucement, officier, » dit-il d'un ton mêlant respect et menace discrète. « Je ne suis pas armé et je n'ai aucune envie de me battre. » La bravade de Mclusky s'évanouit complètement. Il se déplaça, remarquant enfin le cercle de spectateurs et l'objectif fixe du téléphone de l'adolescent braqué sur lui. La frustration se mêlait à une peur grandissante. À cet instant, une berline noire banalisée s'arrêta silencieusement entre eux, brillante et menaçante. La portière arrière s'ouvrit brusquement. L'homme jeta un coup d'œil à Mclusky, puis à la voiture, un petit sourire entendu aux lèvres. « Je crois que nous avons terminé ici, » dit-il d'un ton mesuré, puis il s'avança vers le véhicule qui les attendait comme s'il se rendait à un dîner élégant. Mclusky resta bouche bée. Il scruta l'expression de l'homme imperturbable, maître de lui puis suivit son mouvement de recul d'un regard empreint de confusion et de malaise. L'inconnu marqua une pause, inclina la tête avec un air respectueux et définitif, puis se glissa dans la berline.
La portière se referma avec un bruit sec, une ponctuation presque moqueuse au silence stupéfait de l'agent. Avant que McCluskey puisse pousser un seul cri d'alarme, la voiture s'éloigna, sans hâte ni sirène ni gyrophare. Des parasites radio grésillaient à son oreille. Unité 4, rendez-vous au poste. Code 5. Urgence interne. Je répète, code 5. Un frisson parcourut l'échine de McCluskey tandis qu'il aboyait sur la foule, plus pour dissiper sa propre panique que pour rétablir l'ordre. Rien à voir ici. Faites évacuer la zone. Mais intérieurement, il savait qu'il avait déclenché quelque chose de bien plus brûlant que le soleil matinal. Personne ne tremblait plus à son approche. Son autorité lui avait échappé comme une eau contaminée. 20 minutes plus tard, il franchissait l'entrée arrière du commissariat central. Plus loin, au-delà d'une rangée de box vides, quelque chose se préparait dans la salle de conférence. De faibles murmures résonnaient dans le couloir, ponctués de pas précipités. Des visages inconnus passaient, vêtus de costumes impeccables, serrant des dossiers pleins à craquer. L'air était imprégné d'une odeur plus proche de la bureaucratie de Washington que de la police d'une petite ville d'Alabama. Il s'éclaircit la gorge. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-il à Daniels, le réceptionniste, qui évita son regard et haussa les épaules d'un air crispé. La grimace de Daniels en dit long. « Ils vous attendent. »« Salle de conférence, » dit-il. Sans un mot de plus, il retourna à son écran, laissant McCluskey perplexe quant à l'avertissement sur son expression. McCluskey se raidit et poussa la porte. Il s'était imaginé un superviseur, peut-être un enquêteur des affaires internes, voire un dignitaire local. Au lieu de cela, c'était tout le service qui remplissait la pièce, des agents de patrouille en uniforme, des inspecteurs en civil, des hauts gradés. Tous restèrent silencieux, le regard fixé droit devant eux, où une silhouette solitaire attendait. L'homme au premier rang était impeccable, costume sombre sur mesure, cravate parfaitement nouée, pochette soigneusement pliée qui reflétait la lumière du plafond. McCluskey hésita, le cœur battant. Le silence était étouffant, chaque inspiration un coup de tonnerre. Puis l'homme fit un pas en avant. D'une voix à la fois sereine et précise, il dit « Quelle coïncidence de vous revoir si tôt !» Un murmure d'échange parcourut l'assemblée. McCluskey surprit des regards interrogateurs entre collègues, tous aussi perturbés que lui. Certains visages trahissaient une satisfaction discrète face à son malaise évident. « Veuillez vous asseoir, officier » entonna l'homme, le regard fixe. Ce n'était pas une suggestion polie, mais un ordre ferme. Les épaules de McCluskey s'affaissèrent, l'obéissance se lisant sur ses traits. Il se dirigea vers une chaise au fond, chaque pas plus lourd que le précédent. Une fois assis, il se redressa, la mâchoire serrée, la sueur coulant le long de son col. L'homme laissa planer ses mots tandis qu'il s'adressait à la salle avec un calme mesuré que seule une confiance absolue permet. « Je m'appelle William Carter », annonça-t-il. « Certains d'entre vous me connaissent peut-être déjà. Ceux qui ne me connaissent pas le sauront bientôt. » Une lueur d'espoir traversa l'esprit de McCluskey, le nom de Carter avait refait surface quelques semaines auparavant dans une note interne aride concernant une inspection fédérale, une restructuration imposée par le haut. McCluskey avait balayé cette information comme une énième mascarade bureaucratique vouée à l'échec. Il comprenait désormais son erreur. J'ai passé ces derniers mois à examiner méticuleusement tout ce qui se passe dans ce commissariat, poursuivit Carter, arpentant lentement le hall comme s'il inspectait une salle de classe. Les statistiques, les signalements de recours à la force inutile, les plaintes déposées sans suite, les affaires non résolues impliquant de manière disproportionnée des citoyens afro-américains, les caméras désactivées, les dossiers disparus. Carter s'arrêta derrière la chaise de McCluskey. McCluskey déglutit difficilement, figé dans le viseur de ce regard d'acier. « J'ai mémorisé tous les noms », dit Carter d'une voix douce, suffisamment basse pour couper court à l'attention. McCluskey reconnut instantanément le nom. De retour à la table d'honneur, Carter posa ses paumes à plat sur la surface polie. Ici, des années d'arrogance impunie persuadées que personne ne regardait, que personne n'osait s'exprimer, qu'une peau plus foncée pouvait excuser n'importe quel abus prenne fin aujourd'hui. Il fixa McCluskey d'un regard inflexible. Mais ça s'arrête aujourd'hui. Chaque mot résonnait comme une accusation. La pièce resta immobile, mais l'atmosphère avait changé de façon irréversible. Carter attrapa une enveloppe scellée à côté de lui. Vous trouverez ci-joint les 17 premiers dossiers devant être examinés par le gouvernement fédéral, qui devrait rouvrir cette semaine.
3 d'entre eux concernent l'agent Darren McCluskey, accusation d'usage excessif de la force, d'insultes racistes et de falsification de preuves. La gorge de McCluskey se serra. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. L'enveloppe grésilla lorsque Carter la posa sur la table. Vous avez vécu sous la protection d'un système qui vous protégeait, que vous le méritiez ou non, dit Carter, un léger sourire presque compatissant aux lèvres. Aujourd'hui, ces règles ont changé. Et vous n'avez encore rien vu. Un tremblement parcourut l'assemblée des officiers. La prise de conscience s'imposa, une nouvelle ère commençait, et personne ici ne serait épargné. McCluskey serra les poings. Sa voix était rauque. Je veux mon délégué syndical. C'est une chasse aux sorcières. Carter inclina la tête, comme s'il attendait la réponse. Bien sûr, vous bénéficierez de tous les droits qui vous sont reconnus, répondit-il d'un ton neutre. Même si je doute que cela adoucisse la situation. Avec une lenteur et une précaution réfléchies, il ouvrit un deuxième dossier, en sortit une feuille et la brandit, sans toutefois la lui tendre. D'une voix qui se transforma en un murmure qui résonna dans tous les recoins, il dit « Je me souviens d'un jeune homme nommé Malik Dorsey. » Les yeux de McCluskey papillonnèrent tandis que ce nom résonnait en lui, 1998, quartier d'Opieux. Il sentait presque le sol rugueux sous ses bottes, se rappelait le craquement sec lorsqu'il avait abattu le visage d'un suspect avec la crosse de son arme. Il l'avait arrêté pour vol, le nez de l'homme déformé en une ligne tordue, mais il n'y avait eu aucun témoin, aucune plainte officielle. Seulement cette cassette VHS a un témoignage ininterrompu de brutalité qui avait disparu des archives du commissariat 48 heures seulement après l'incident. Et McCluskey avait été chargé de la sécuriser. Il ouvrit la bouche pour parler, puis serra la mâchoire tandis qu'un flot de souvenirs affluait, le gémissement d'une sirène, un adolescent affolé traversant un parking en trombe, l'odeur métallique du sang mêlé à la sueur, le rire glacial de son partenaire justifiant la violence par un « il a résisté », glacial, et puis, toujours, le vide sonore qui suivait. Le district d'Opieux était loin de Houston, mais Malik le garçon devenu homme l'avait trouvé. Malik dormait d'un sommeil agité, marqué par une déviation de la cloison nasale et hanté par des cauchemars, jusqu'à la semaine dernière, où il avait osé montrer à McCluskey la seule copie survivante de cette cassette. Carter le regarda avec une intensité inflexible. McCluskey sentit ses jambes trembler, le sol s'incliner sous lui. Le déni lui rongeait la gorge comme un poison, mais il ne pouvait plus taire la vérité qui remontait à la surface. Tout remontait à la surface, prêt à le démanteler morceau par morceau. Rassemblant son sang-froid avec un mépris tremblant, McCluskey cracha « Est-ce une vengeance personnelle ?» Carter s'approcha, sa voix tombant dans un murmure qui résonna à travers la table. « Ce n'est pas de la vengeance. C'est de la justice, la notion même que tu n'avais jamais comprise, et maintenant elle sera gravée dans ta vie comme une sentence. » Se redressant, Carter s'éclaircit la gorge. Agent McCluskey, sur ordre direct du Bureau des Affaires intérieures, avec le soutien fédéral, vous êtes suspendu de vos fonctions immédiatement. Remettez votre badge et votre arme. La pièce sembla se contracter, le silence si épais qu'il lui serra les oreilles. Il resta figé, l'incrédulité luttant contre la honte, personne ne l'avait jamais déshabillé aussi nu, aussi rapidement. Remarquant sa paralysie, Carter proposa doucement « Nous pouvons vous aider. » Un jeune lieutenant à un autre noir, le regard fixe et serein s'avança, la main tendue. Lentement, méticuleusement, McCluskey détacha son étui, posa son pistolet de service sur la table, puis posa son insigne à côté, l'emblème qu'il avait brandi comme un bouclier pendant tant d'années. Carter s'adressa aux officiers rassemblés d'une voix ferme. Ce n'est pas un cas isolé. C'est la nouvelle norme. Quiconque refuse de dénoncer des actes répréhensibles, abus, menaces, falsifications, brutalité devrait démissionner immédiatement. La porte de sortie est ouverte à ceux qui ont oublié ce que signifie servir. Une femme en uniforme déglutit difficilement, un détective se détourna. Leur silence n'était plus celui de la peur, mais celui de la prise de conscience. Escorté hors de la pièce sans menottes, McCluskey sentit sa liberté s'évanouir, il n'était plus un prédateur, mais une proie, et la traque ne faisait que commencer. Le couloir s'étendait à l'infini. À chaque pas, McCluskey baissait la tête, le regard fixé sur le linoléum éraflé, entouré d'agents dont la proximité lui semblait entravée. Les visages se tournaient vers lui, une mosaïque de choc, de mépris, ici et là, de pitié. Pourtant, les plus cruels étaient ceux qui détournaient complètement le regard, comme s'il avait cessé d'exister.
il arriva enfin à la cellule de détention provisoire autrefois réservée aux détenus, l'air chargé d'eau de javel, la peinture s'écaillait des murs, un banc d'acier solitaire l'attendait. « Asseyez-vous » aboya l'un des agents en scellant la lourde porte derrière lui. Seul pour la première fois depuis des années, McCluskey ne se leva du banc que lorsque la voix de Carter grésilla dans le petit interphone. « Nous avons consulté les archives internes. » Autre chose ? Un assistant glissa une tablette dans la fente de la porte. Carter tapota l'écran et regarda les images, McCluskey lançant des insultes, des crachats s'échappant, des mots venimeux résonnant. « Tu es le même chien que mon grand-père a pendu à un arbre en 1963, le tout enregistré par une caméra fixée sur un poteau qu'il prétendait depuis longtemps cassé. »« Est-ce que ça a déjà fuité ?» demanda Carter. « Pas encore, » répondit-il. Le regard de Carter resta fixe tandis qu'il prononçait « Publiez-le sans modification. » Que le monde entier voit qui a porté ce badge pendant toutes ces années. L'assistant acquiesça, et le fichier commença son voyage en ligne. Carter referma la tablette avec une résolution silencieuse. « Maintenant, place au travail », annonça-t-il. « Nous allons vérifier chaque rapport d'arrestation, chaque plainte classée sans suite, chaque promotion imméritée. Il y a beaucoup trop de McCluskey parmi vous. » Un silence retomba. Puis le jeune lieutenant leva la main, et la communauté ? Elle a perdu confiance en nous. Carter inclina la tête en signe d'acquiescement. Nous allons tout reconstruire rue par rue, quartier par quartier, nouvelles équipes, caméras ininterrompues, protocoles transparents. Nous rétablirons la confiance, ou nous échouerons. Une autre assistante apparut aux côtés de Carter, le visage blême, les yeux rivés sur la lumière de son téléphone portable. « Monsieur » commença-t-elle d'une voix tremblante, la vidéo a explosé en ligne, des centaines de milliers de vues en quelques minutes. Des comptes de Chicago la partagent déjà. Des journalistes arrivent par ici. Carter resta immobile, percevant à peine ses paroles. Il pivota lentement vers la fenêtre, où le ciel, autrefois une toile brillante, s'était assombri jusqu'à devenir gris ardoise. Pourtant, au-delà de ce ciel changeant, il voyait quelque chose de plus fascinant. Une petite foule se rassemblait sur le trottoir d'en face. Des citoyens ordinaires, certains brandissant des pancartes faites main, d'autres filmant avec leurs propres appareils. Carter parla sans se retourner. « Préparez-vous », dit-il d'un ton neutre. « Ce n'est pas juste un nettoyage, c'est une renaissance complète. » Astérisque, astérisque. Dans la salle d'attente exiguë, McCluskey sortit enfin son téléphone des profondeurs de la poche de son manteau. Il l'avait dissimulé jusqu'à présent. D'une main tremblante, il déverrouilla l'écran et se figea. Son propre visage était projeté en haute définition, figé dans un ricanement méprisant tandis qu'il aboyait des ordres. « Crachez, crachez. »« Pas de singe », murmura-t-il, mais ses mots sonnaient creux. En moins d'une heure, tout ce qu'il avait construit, sa réputation, ses alliances, son image soigneusement soignée allait s'effondrer sous le regard implacable de millions de téléspectateurs. Pire que l'inévitable dérision, c'était de savoir que le monde n'avait plus peur d'assister à sa chute. Dans un accès de rage soudain, presque enfantin par sa férocité, McCluskey lança le téléphone contre le mur. L'appareil se brisa sous l'impact, des fragments de plastique ricochant sur le linoléum, mais l'image resta gravée dans sa mémoire. Son expression de mépris déformé symbolisait désormais l'injustice et la trahison qu'il avait longtemps dissimulée sous son autorité. Il pressa ses paumes contre ses tempes, respirant avec difficulté. « Tout était finalisé », murmura-t-il d'une voix brisée, « et pourtant je n'ai jamais su toute la vérité. » Astérisque, astérisque. 20 minutes plus tard, 2 agents en civil entrèrent. L'un portait une enveloppe en papier craft, l'autre une chemise noire et lisse estampillée du sceau du ministère de la Justice. « Bougez », ordonna doucement l'un des agents. « Où » croassa McCluskey, la voix sèche comme le désert. « La salle d'interrogatoire. » Ils le guidèrent dans un étroit couloir de service. Pas de menottes. Pas d'insultes. Simplement le silence. Ils le firent asseoir à une table en métal froid, dont la surface était marquée par des années d'interrogatoire. Au fond, Carter était assis seul, sa veste enlevée et ses manches retroussées sur une chemise blanche impeccable. Son regard était d'acier, sa posture inflexible. Sans un mot, l'agent glissa l'enveloppe en papier craft à McCluskey. « Qu'est-ce que c'est » marmonna-t-il en tirant sur le cachet. « Lisez-le » dit Carter. Avec appréhension, McCluskey ouvrit l'enveloppe. Le document du dessus était un avis formel d'enquête criminelle austère,
portant sa signature en gras. Ces accusations à abus de pouvoir, discrimination systématique, falsification de preuves, agression aggravée étaient déjà assez graves. Mais la dernière ligne, une note de bas de page ajoutée en lettres capitales, lui glaça le sang, une possible procédure fédérale pour crime de haine. Il perdit ses couleurs. Pendant un instant, McCluskey sembla sur le point de s'effondrer. Ce n'est pas possible, c'est impossible, balbutia-t-il, l'incrédulité mêlée d'effroi. Carter resta impassible. Il sortit un autre objet du dossier, une vieille photographie noir et blanc. Dans son cadre granuleux se déroulait une scène de lynchage, souvenir grotesque d'un passé violent. Mais ce qui glaça le cœur de McCluskey, ce fut la silhouette debout au bord du tableau, un jeune homme en uniforme de police à l'ancienne, souriant à l'objectif. Le même visage qu'il avait affiché sur un portrait fier sur sa cheminée. Son grand-père. C'était l'un des meurtriers de mon oncle, dit Carter doucement, la voix tendue par une angoisse longtemps enfouie. Il a été retrouvé pendu à cet arbre en 1963. L'affaire a été classée sans suite faute de preuves. McCluskey resta muet. Il n'avait aucune réfutation, aucune excuse. Ma mère a découvert cette photo il y a seulement 3 ans, poursuivit Carter. Elle l'a gardée secrète jusqu'à ce que je puisse confirmer qu'il était bien le tien, que cet héritage de haine était le tien. Le regard de Carter le fixa. J'ai porté ce traumatisme chaque jour, dit-il. Mais je n'ai jamais emprunté le chemin que tu as choisi. Je ne me suis pas caché derrière un badge pour infliger davantage de souffrance. Le silence s'éternisa, oppressant et absolu. Puis Carter se leva, plia la photo et la glissa dans l'enveloppe. Tu n'iras pas en prison pour les péchés de ton grand-père, déclara-t-il, mais tu répondras des tiens. Pour chaque vie que tu as détruite en croyant que ton badge te rendait intouchable. Ce badge n'est plus ton bouclier, c'est ton fardeau. Il fit demi-tour et s'éloigna, laissant McCluskey seul avec sa peur. Astérisque. Astérisque. Des heures plus tard, les marches du commissariat étaient submergées par une marée de journalistes et de manifestants, certains réclamant justice, d'autres saluant la détermination de Carter. À l'intérieur du commissariat, les policiers abordèrent Carter à voix basse, lui remettant des rapports internes, des aveux, et même des démissions manuscrites. La purge avait commencé et cette fois, elle était tout sauf symbolique. Dans sa cellule, McCluskey était assis dans l'obscurité, sans dormir ni parler. Il fixait le sol comme s'il souhaitait qu'il s'ouvre et l'efface du monde. Mais l'enfer qu'il avait déclenché l'avait déjà emporté. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez et à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un j'aime et de nous indiquer depuis quel pays vous la regardez dans les commentaires.